Bon, bah, let's go. Je coupe mon téléphone. Et let's go, je vais mettre sur le côté pour que vous voyez. Yes. Donc, merci à tous, bonjour à tous. Donc, je viens faire une petite présentation par rapport à l'EMI. En fait, moi, j'ai écrit une conférence qui englobe un peu l'EMI. En fait, la conférence, pour moi, elle est sur 3 grands axes: le cerveau, les sciences et les médias. Aujourd'hui, on va voir toute la partie médias. Donc, la partie médias, elle recoupe un peu la partie science, parce qu'on va voir un peu comment justement la science est traitée dans les médias, comment faire des recherches un peu par rapport aux articles scientifiques, aux chiffres, etc. Et elle est reliée à la partie cerveau par rapport à la manipulation et aux influences dans les médias. Donc voilà, aujourd'hui ça va durer une grosse demi-heure. En la faisant, je me suis rendu compte que j'aurais pu y passer 2 heures en fait, mais j'ai dû recouper. Je vais peut-être aller un peu vite sur plein de points, on aura le temps d'y revenir, et puis après c'était pas le temps d'en débattre plus tard ensemble, etc. sur différents points. Mais bon, ça va aller un peu vite. Le plan, rapidement, voilà, on va faire un peu les faits, les opinions. On rappelle quelques chiffres, comment ne pas se faire avoir sur les chiffres dans les informations, dans les médias. La différence corrélation-causalité qu'on a déjà vu. Il va y avoir plein de choses qu'on a, enfin plein de choses, on n'a pas mis trop, mais vous avez déjà vu, qu'on a déjà vu un peu au CRIJ. Je vais re-rentrer dedans et puis essayer de montrer ça d'une différentes manières. Voilà, ça va remettre une couche. Ouais. Quelques arguments fallacieux dans les médias, quelques manipulations d'images, de textes, de sondages, etc. Et je finirai par un petit rappel sur la science dans les médias, comment on arrive à certaines absurdités. Fait et opinion. Un petit exemple ici. Comment ça se fait que 2 tweets qui sont postés à 2 heures d'écart dans la même journée, une personne arrive à dire la liberté d'expression n'a jamais été aussi affaiblie, l'autre nous dit la liberté d'expression est plus forte que jamais. Il vient d'avoir un des deux qui doit avoir faux, qui doit mentir. Et bien on va voir pourquoi c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait là, les deux trucs, ce ne sont pas des faits, mais ce sont des opinions. La différence, elle est là. Un fait, c'est quelque chose d'objectif, de vérifiable, de chiffrable et d'indiscutable. L'opinion, c'est quelque chose de subjectif, attention, non vérifiable et discutable. Et donc, on va faire une petite différence et on va voir ça par rapport à un petit exemple, par exemple. La sécurité sur les routes s'améliore. C'est le débat du jour. J'ai envie de dire oui ou non. Comment je peux faire? Je commence à avancer un chiffre, par exemple. Personne A dit, ouais, il y a eu 30 morts de plus en 2018 qu'en 2017. Donc, la sécurité sur les routes, ça s'améliore pas. Ça, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire obligatoirement que ça, c'est juste. Pourquoi? Parce que moi, je peux répondre, il y avait plus de personnes en France en 2018 qu'en 2017. Donc, proportionnellement, il y a eu moins de morts par rapport au nombre de personnes. Donc, déjà, un fait, les deux faits sont justes. Dans l'opinion, c'est compliqué à faire l'induction de ce fait vers l'opinion. Et je peux encore continuer comme ça, en disant oui, mais moins de personnes avaient le permis. Donc, si on fait le rapport par rapport au nombre de personnes qui avaient le permis, il y a eu plus de morts en 2018 qu'en 2017. Et puis je rétorque, oui, mais il y avait moins de gens sur les routes parce qu'ils faisaient du covoiturage. Donc en fait, il y a eu moins de morts en 2018 qu'en 2017 par rapport au nombre de conducteurs. Et là, je peux continuer, oui, mais ils ont pris la voiture pendant moins longtemps, 2 heures au lieu de 3 chaque jour en moyenne. Donc en fait, par rapport au nombre d'heures, il y a eu plus de morts. Et on peut continuer comme ça, oui, mais par kilomètre, il y en avait toujours moins. Et on peut continuer comme ça longtemps et longtemps. À chaque fois, on avancera des faits, qui sont des chiffres objectifs, vérifiables, indiscutables. Mais ça n'implique pas l'opinion. Ici, ça ne peut pas permettre de justifier une opinion sur la sécurité routière. On discute à partir des chiffres, mais on ne peut pas valider une opinion juste à partir des chiffres et des faits. Donc voilà la conclusion sur déjà ce petit point, fait, opinion, parce que dans les médias c'est toujours présent, savoir faire la différence entre les deux. Quand on débat dans des choses, il faut avancer des faits et pas des opinions. Je ramène souvent des petits exemples aussi sur, voilà, les voitures dégagent du gaz carbonique, c'est un fait. Le gaz carbonique entraîne des maladies sur la santé, c'est un fait. C'est-à-dire que les voitures sont un mauvais moyen de transport, c'est une opinion. Pourtant, on dirait que c'est A plus B, que c'est logique, mais c'est une induction qu'on fait, c'est de la logique qu'on fait, mais qui n'est pas justifiée. Et donc, il faut faire très attention. De toute façon, dans les médias, dans un débat ou dans les médias, vous voyez intervenir le côté bien ou mal, c'est qu'il y a une part de subjectivité et c'est que c'est une opinion. À partir de là, on n'est plus dans le fait du tout. Donc, quand on annonce une opinion, des fois, c'est bien de l'annoncer. On ne le fait jamais, mais c'est dire je pense que, et pas juste dire la phrase de but en blanc. C'est pour ça, dans les tweets de tout à l'heure, on avait 2 arguments contradictoires parce qu'ils justement ils disent ça comme si c'était une vérité générale, alors que c'est ce qu'ils pensent, en fait. Et s'ils disaient je pense que la l'expression, les gens vous comprendraient un peu mieux. Et donc, ne pas faire le raccourci entre les deux. Un petit rappel sur les faits rapidement, mais ça, on ne va pas trop entrer dans les détails. Un fait, ça ne peut jamais être sûr à 100%. Il n'y a rien qui n'est sûr à 100% de vrai, ni sûr à 100% qui est faux. Le truc, c'est que, bon, il nous faut bien quand même quelque chose pour savoir quand est-ce qu'un fait est juste ou pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est que souvent, on fait des expériences, et plus les expériences montrent que c'est vrai, plus on a tendance à aller vers quelque chose qui semble vrai.
Pour savoir faire rapidement la différence, on a un petit classement ici des choses qui sont de plus en plus certaines jusqu'aux moins certaines. En haut, on trouve un peu les consensus scientifiques. Là, c'est des choses que tout le monde considère comme vraies, qui sont très très dures à dire que c'est faux. Les méta-analyses, ce sont des regroupements de plein d'analyses scientifiques qui arrivent à montrer un peu une voie sur quelque chose qui est vrai ou faux. Arrivent ensuite les publications scientifiques, l'enquête journalistique d'investigation. Et après, on commence à arriver dans des choses qui sont un peu moins vraies à 100%. C'est-à-dire que là, l'avis d'expert, ça a beau être quelque chose qu'on peut avancer sur la table en tant que quelque chose de très fort comme argument, mais ça reste qu'un avis d'expert. C'est vraiment pas au même niveau qu'un consensus scientifique ou qu'une méta-analyse. Surtout que l'expert, il peut être expert dans un domaine complètement autre. Des fois, dans des documentaires ou dans les médias et tout, vous allez avoir, surtout dans les documentaires complotistes, un expert en littérature qui va venir vous parler d'archéologie pour avancer des choses. C'est un expert, mais bon, un expert d'un autre domaine, ça n'a pas vraiment de puissance comme argument. Arrive ensuite l'article journalistique, l'expérience personnelle, et enfin l'opinion personnelle, qui là est quelque chose du coup qui est complètement biaisé, qui est vraiment dans le bas du truc. Comme on l'a vu avant, l'opinion n'est pas un fait. Donc l'opinion personnelle, c'est vraiment le dernier des arguments qu'on peut amener sur une table ou qu'on peut mettre dans un article pour essayer d'appuyer des idées. Voilà le petit rappel. Conclusion, rien n'est sûr à 100%. Le vrai, on considère quelque chose comme vrai à partir d'un certain point de certitude, mais bon, il faut bien qu'on se mette d'accord sur certaines choses qu'on considère comme vraies, comme fausses, parce qu'on ne peut pas faire du relativisme à tout va. Restez ouvert et critique tout le temps quand on lit les choses, parce que ce qui est vrai à un endroit, peut-être pour prendre un peu plus de recul, et peut-être qu'en fait c'est un peu plus compliqué. Et un fait peut toujours être très précis, comme on l'a vu avec l'expérience d'au-dessus, quand on avance des chiffres, des rapports, des pourcentages, il faut toujours dire vraiment pourcentage de quoi par rapport à quoi, sinon on ne sait pas de quoi on parle et c'est compliqué. En conclusion, la petite image que vous connaissez peut-être, donc on voit deux ombres projetées sur un cylindre, une ombre du cylindre est carrée, l'autre ombre est ronde, les deux ombres sont vraies, pourtant ce n'est pas la vérité, la vérité elle est voilà, c'est une petite analogie un peu simpliste mais pour dire faire attention avec ça. Maintenant, les chiffres. On rentre un peu dans la partie des chiffres dans les médias. Parce que ça, on en a beaucoup. On est submergé par les chiffres tout le temps. Il faut savoir un peu de quoi on parle. On ne compare jamais des chiffres bruts. Ça vous semble logique. Si jamais je dois comparer le nombre de la sécurité routière en France et au Luxembourg, je ne vais pas dire oui, mais il y a plus de morts en France qu'au Luxembourg. Ça vous paraît logique parce que oui, mais il y a plus de gens en France aussi. Donc bon, c'est normal qu'il y ait plus de morts, statistiquement. Un pourcentage, c'est qu'un rapport. C'est juste un rapport. Ça ne veut pas dire autre chose que le rapport entre deux choses. Ça faut bien faire attention aussi. Les pourcentages, on en a beaucoup. Mais on va voir après que les pourcentages, ça peut nous biaiser aussi. Ça veut rien savoir qu'est-ce qu'on fait comme pourcentage. Il faut justement faire le rapport qui signifie le mieux ce qu'on montre à chercher. Parce qu'on peut faire, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'exemple de la sécurité routière, faire des pourcentages selon plein de choses par rapport à ce qu'on veut, pour avancer l'idée qu'on veut. Donc ça aussi, il faut à chaque fois bien être précis dans ce qu'on veut montrer. Et enfin, il faut bien étudier le contexte du chiffre. Et ça, on va le voir aussi après. C'est-à-dire que, par exemple, la criminalité en France diminue. Mais peut-être que parce qu'il y a une loi de sous Sarkozy qui est passée et qui fait qu'on ne compte plus dans les chiffres de la criminalité les petits délits. Du coup, tout de suite, boum, grosse chute des pourcentages de criminalité. Oui, mais bon, il y a un contexte derrière. On ne compte pas pareil les délits avant et après. Le contexte est toujours très important. Et même si là, ça paraît simple d'énoncer les choses comme ça, c'est un travail très très long et très compliqué d'aller chercher les sources d'un chiffre et prendre du recul sur un chiffre qu'on nous annonce dans les médias, dans les journaux et partout. C'est vraiment quelque chose de très compliqué, donc il faut prendre le temps un peu de faire ça. Mais quand on veut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Un petit exemple, il y a un village de 1000 habitants. En 2017, il y a eu un mort sur les routes. En 2018, il y a eu 2 morts sur les routes. D'un côté, on va avoir un article qui nous dit ouais, la mortalité est toujours inférieure à 0,2% pour la deuxième année consécutive. Donc c'est bien, très faible mortalité sur les routes dans ce petit village. Deuxième article, augmentation de 100% de la mortalité sur les routes dans ce petit village. Les deux faits sont justes, les deux chiffres sont justes, on a deux pourcentages qui sont justes. On peut aller vérifier. Sauf qu'ils veulent tous les deux dire deux choses un peu contraires. Donc voilà, il faut prendre du recul pour arriver à comprendre plutôt la vraie situation, pour pouvoir analyser et se faire un avis dessus. Et ça, c'est important. Super exemple. Ouais. C'est complètement, ouais. On arrive un peu dans la manipulation, avec par exemple manipuler les diagrammes. Vous avez peut-être vu cette image qui est passée sur une chaîne de télé d'information, où on a une opposition de 48% qui fait plus de la moitié du diagramme. Donc là, on se demande si c'est de la manipulation ou une erreur d'un stagiaire, mais il faut faire attention à ce genre de choses parce qu'il peut y en avoir partout. Ça passe à la télé, alors imaginez sur Internet, on peut en trouver beaucoup aussi. Deux autres exemples. Là, ici, on a pourcentage de participation à la grève, 33,9, 29,7. Pourtant, le carré a l'air 2 fois plus petit que celui-ci.
on a l'impression que la mobilisation a baissé de moitié. Alors que non, elle a baissé de 4%. Tout ça parce qu'en fait, là, ici, la ligne qu'ils ont mis, elle n'est pas à zéro. Ils ont monté la ligne pour la mettre à un certain endroit pour pouvoir donner cette impression-là. Ça aussi, c'est un type de manipulation de diagramme qu'on peut faire très facilement et qui influe parce que notre regard, nous, notre cerveau, il est là pour analyser, il est très attiré par les formes, les couleurs, les symboles. On voit très vite ce genre de choses. On a un cerveau qui a évolué justement pour pouvoir réagir très vite avec des gros cerveaux pour l'émotion. Donc, on a du mal à prendre le recul et analyser les chiffres comme ça. Là, pareil, sur cet exemple-là, c'était pour mouvement politique. On a des 2% ici qui font quasiment la moitié du 40%. Ça n'a aucune logique. Pourtant, il nous donne les chiffres, donc il paraît de bonne foi, mais notre cerveau, lui, il voit ça, on voit rapidement qu'en fait, on a l'impression que lui, il fait quasiment la moitié du piste. Faire attention à ça. Ça, on l'a déjà vu au CRIJ. Les diagrammes en 3D, quand on veut faire quelque chose de sérieux, on ne les utilise jamais parce que c'est complètement biaisé. Ça biaise notre vision. Donc là, je rappelle, on a l'impression qu'il y a moins. C'est 25% ici, 25% ici, mais on a l'impression que c'est plus petit là que là. Parce que là, tout simplement, il y a un peu plus de couleurs grâce à la bande en plus ici. Et à la perspective. Donc ça, c'est le genre de choses aussi qui peuvent arriver. Ça paraît pas d'être de mauvaise foi, mais c'est-à-dire que quand on veut être sérieux et rigoureux, jamais on utilise ce genre de diagramme parce que justement, ça nous biaise. Autre chose qu'on peut faire, c'est souvent, par exemple sur les courbes de bourse et tout, on a des courbes qui fluctuent énormément. Mais on peut voir une tendance. Là, par exemple, elle fluctue, mais elle a l'air d'être à la baisse. Mais si je veux quand même aller dire que cette courbe a l'air de monter, bah, je vais le fixer ici, je vais zoomer là, et je vais montrer, bah, regardez, cette courbe elle monte. La courbe de Apple, en ce moment, elle monte. Alors que non, la tendance générale est à la baisse. Ça aussi, zoomer sur une partie du diagramme en oubliant le reste, c'est une technique de manipulation du diagramme. Un dernier exemple, là, pour revoir un peu tout ça. En ce moment, on parle un peu des bébés naissants bras depuis quelques temps. Il y en a eu dans l'Ain, maintenant il y en a un peu dans les Bouches-du-Rhône. Là, on a un diagramme de France Info qui nous fait un peu n'importe quoi. On a des chiffres bruts. Déjà, on a dit que ça, c'était pas vraiment utile. On a des dates qui sont pas du tout les mêmes partout. 2011, 2013, 2009, 2014, etc. On n'a aucun moyen de vérifier. Donc, en proportion, qu'est-ce que c'est? On n'a aucun moyen de vérifier le contexte, savoir si la courbe générale est plutôt à la baisse ou à la hausse. Voyez en proportion par rapport aux autres départements ou aux autres pays, si on est plus ou moins, etc. Donc ça, ce genre de carte, c'est fait pour donner un fait, mais qui ne permet pas de juger les choses avec beaucoup d'objectivité. Donc ça, c'est faire attention aussi à ça, parce que c'est très utilisé, et c'est pas utile et c'est pas sérieux comme chose. Encore, on peut faire des petites. Je t'en prie, oui. Réagir. Et encore, je me pose la question que pour cette situation, que justement, elle n'est pas spécialement orientée. Enfin, tu vois, ils n'ont pas intitulé comment dire, Une catastrophe des bébés naissants grandissante. Exactement. Voilà, c'est ça, de plus en plus de bébés. Ouais, effectivement, là, il n'y a même pas le titre, etc. Voilà, les lieux, les dates, pour justement montrer que c'est pas là en 2018. Tu vois, je trouve que en plus, c'est pas mal parce que ça ne te dit pas que c'est là en 2018. D'un coup, il y en a plein, mais c'est de telle période à telle période. C'est vrai que je trouve que c'est moins, tu vois. Ça peut sembler moins, mais juste pour être rigoureux sur les chiffres, effectivement, de dire de fait, là, quand tu regardes les chiffres, tu as l'impression qu'il y en a eu moins ici, parce qu'il y en a 4 que là, 8. Alors que là, la période est 2 fois plus grande. Donc en fait, bizarrement, en fait, c'est bizarre de faire ça, parce qu'en fait, ils ont le même taux, les deux. Et pourtant, tu as l'impression qu'il y en a moins que là. Donc c'est des choses qui juste orientent un peu et biaisent un peu. Mais effectivement, après, c'est pas faux, c'est pas extravagant, mais c'est juste pas rigoureux et pas pratique pour se faire une idée réelle. Par rapport à l'entrée du visuel, là, tu disais que ça a la même taille et tout. Ah, c'est pareil, on a un peu à se faire une idée objective en fait à cause de ça. Du coup, pour se faire une idée objective sur ce schéma-là, sur ce plan, il faudrait qu'ils prennent, tu vas me dire si j'ai juste ou pas, mais qu'ils prennent à chaque fois le laps de temps qui est pareil, genre 3 ans, 3 ans, 3 ans. Où là, on peut arriver à quelque chose de plus objectif. C'est ça que tu veux dire? Ces chiffres, ils viennent d'un rapport qui est le rapport de l'Omera, qui est les maladies de naissance en fait dans les Bouches-du-Rhône. Et quand tu regardes le rapport, lui, il est vachement plus sérieux. On a un tableau avec, selon les régions, le pourcentage d'enfants nés avec des malformations par année, et avec en plus un indice de confiance, parce qu'en sens, on n'est jamais sûr à 100%, donc ils ont un indice de confiance, donc à 95%, en disant, bon, ben voilà, il y a à peu près entre 2 et 4 dans l'un, 2,7 et 5,7 dans les Bouches-du-Rhône, etc. Et quand tu regardes le rapport de l'Omera, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas tellement de différence sur les endroits de la France. Il y a des petites variantes selon les trucs, mais les variantes, elles peuvent changer d'une année sur l'autre, parce que bon, on parle de cas de, voilà, 4 sur 4 ans. Il suffit qu'il y ait un en plus dans cette région-là, tu montes à 5, tout de suite, le pourcentage devient beaucoup plus élevé. C'est comme sur le coup du village. Là, on est sur des petits chiffres, alors le pourcentage peut très vite monter, il suffit de 1 cas en plus ou 2 cas en plus, tu montes les pourcentages.
Donc le rapport de l'Oméra, voilà, c'est plus long à lire, c'est plus compliqué à décrypter, il y a des jolis tableaux, mais au moins c'est plus objectif pour donner une idée réelle, et quand on lit le rapport, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre les régions déjà, et que l'évolution n'est pas tellement à la haute non plus. Donc c'est vachement plus sérieux et objectif pour se faire une idée un peu générale. Après, pareil, il y a sûrement des biais dans ce tableau, et ça, il faut toujours en revenir, parce que les pourcentages, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'ils reflètent, comme on a vu, ça reste des pourcentages, des rapports, donc il faut toujours remettre en question un peu ce qu'on voit, rester critique, essayer de trouver des idées, des qu'est-ce qui peut influencer ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme chiffre d'autre pour avoir une autre idée. Ça, c'est important. De se le dire pour ça ou pour n'importe quoi, essayer d'imaginer d'autres façons de voir les choses, c'est toujours une bonne chose. On arrive à la corrélation-causalité. Je ne sais pas si vous aviez compris un peu quand on a expliqué ça au CRIJ rapidement. Une corrélation, c'est quand deux variables ont l'air de se suivre. Et la causalité, c'est quand il y a un lien de cause à effet entre deux variables. Comme exemple, il y avait une étude qui a été menée pendant 10 ans et qui a montré qu'il y avait un lien entre ceux qui consommaient des boissons soda light et les maladies cardiovasculaires. En fait, on appelle ça une étude rétrospective. C'est qu'ils ont pris les chiffres des 10 dernières années et ils ont regardé, donc ils ont vu qu'il y avait un lien. Ceux qui buvaient plus de soda light avaient en moyenne plus de maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est une corrélation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux, parce que peut-être qu'en fait, ceux qui boivent plus de soda light, ils ont une moins bonne alimentation en termes général. Et c'est pour ça qu'ils ont des AVC. Ou peut-être qu'ils font moins de sport aussi. Et c'est pour ça qu'ils boivent du soda light, parce qu'ils se donnent bonne conscience, et c'est pour ça qu'ils ont des AVC, c'est parce qu'ils font moins de sport. Donc, quand on a deux variables qui se suivent et qu'on regarde justement, qu'on fait des liens entre deux variables, toujours faire attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une cause à effet entre les deux variables. Ça veut juste dire qu'il y a sûrement d'autres choses qui influent un peu les deux. La causalité, pour pouvoir montrer une causalité, il faut une étude qu'on appelle prospective. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre deux groupes de personnes distincts, aléatoires, pareil. Il y en a un, on donne des soda light, l'autre non, pendant 10 ans, et on regarde si là, ils ont plus d'AVC ou pas, sachant que les deux groupes sont strictement les mêmes. Ils font autant de sport dans l'un que dans l'autre, ils mangent pareil dans l'un dans l'autre. Là, on pourrait montrer une causalité. C'est plus compliqué à faire. Pour les corrélations, c'est marrant, il y a des exemples un peu débiles. Le Monde, justement, a sorti un site pour pouvoir montrer des corrélations un peu absurdes, pour pouvoir faire la différence. Là, vous avez par exemple la courbe des nombres d'autisme dans le monde et la courbe ici de nombre de nourriture bio vendue dans le monde. Donc là, en regardant la courbe, si on veut être de mauvaise foi, on dit bah, il y a une corrélation entre les deux là. Donc, plus on mange de bio et plus il y a d'autisme dans le monde. Non, c'est une corrélation, ça n'a rien à voir. Et là, c'est le Monde qui nous fait des corrélations aussi marrantes, des choses qui n'ont rien à voir. La concentration de CO2 dans l'atmosphère en bleu et les personnes vivant avec le VIH en rouge. Alors, les courbes semblent se suivre. Y aurait-il un lien entre CO2 et le VIH dans le monde? Sûrement que non. Mais voilà. Et là, c'était justement pour Exactement, démontrer ouais. ça. Ouais, exactement. C'est le Monde, ils ont fait un truc exprès où ils font des corrélations absurdes, ils en ont plein comme ça, on peut cliquer aléatoire. Et c'est marrant à illustrer parce qu'à chaque fois, ils mettent des petites vignettes. Catherine Maigret devient maire de Vitrolles à cette date-là, comme si ça avait un. Voilà, juste pour montrer que ça n'a aucun lien, de faire des corrélations, ce n'est pas un argument valide. Ça, peut-être, retenez-le, parce que franchement, je ne connaissais pas, je savais pas que le monde avait fait ça. C'est super intéressant pour la construction d'ateliers, pour utiliser ces exemples pour illustrer les propos de Charlie sur la différence de corrélation. Ouais, des corrélations, on peut en trouver n'importe quoi. Et ça, il y a un nom de la. Je l'ai peut-être pas mis sur le drive, mais je vous le mettrai, je l'ai dans les docs, dans mes ressources. Quand vous tapez corrélation, le monde, vous trouverez. Ouais. Et donc, une corrélation, pour finir, ce n'est pas un argument valide. Et dans les arguments pas valides, on arrive donc maintenant aux arguments fallacieux, ce qu'on appelle les sophismes, les arguments fallacieux. Et là, on va en voir quelques-uns, il y en a plein. J'ai dû faire un tri, j'en ai pris quelques-uns qui sont très connus, avec quelques exemples. Donc ça, c'est des choses qu'on appelle des arguments fallacieux, ce sont des choses, des types d'arguments qu'on utilise souvent dans les médias, dans les débats et beaucoup en politique, qui sont en fait faux, et qu'il faut arriver à repérer pour pouvoir dire et discréditer son adversaire. Là, par exemple, l'homme de paille. C'est un des plus connus, c'est-à-dire qu'on déforme les propos de son adversaire pour pouvoir attaquer plus facilement. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer à ce qu'il dit, on déforme ce qu'il dit et puis on va s'attaquer à la version déformée, donc c'est plus simple. Un exemple, c'est quand je dis que je ne suis pas très pour le nucléaire parce qu'il y a des déchets et que c'est dangereux, et la personne en face va dire « Ah, donc vous voulez arrêter l'électricité et retourner à la bougie ?» Franchement, c'est débile. Et bien là, il vient de déformer mes propos pour pouvoir s'attaquer à une version déformée, un homme de paille. Par exemple, là, dans les actualités, le traité d'Aix-la-Chapelle, Macron veut livrer l'Alsace-Lorraine à Merkel. Pareil, déformation ils ont déformé totalement le traité pour pouvoir s'attaquer plus facilement à ça, plutôt qu'au traité original. Compliqué à trouver, compliqué à lire. Des petits exemples ici aussi que vous pouvez lire, voilà, rapide. Des exemples, on a plein aussi sur Internet, c'est bon. La pente glissante, c'est le fait de partir de l'argument de l'adversaire et puis d'en découler d'autres arguments, comme si c'était une suite logique.
et pour pouvoir s'attaquer au dernier argument. Pareil, dans la politique récemment, enfin c'était pas récemment, c'était il y a quelques années, il y a une députée qui avait sorti mariage homosexuel. Si on commence avec ça, après on va pouvoir se marier avec les enfants, puis après on va pouvoir se marier avec les animaux. Comme s'il y avait une suite logique. Et du coup, c'est plus facile de s'attaquer au mariage avec les animaux qu'au mariage homosexuel. Voilà, ça c'est un argument fallacieux de la pente glissante. Il y en avait d'autres à l'époque qui étaient véridiques, c'était d'abord on autorise les femmes à voter, demain c'est les enfants, puis après les chiens. Il y avait le même argument qui était sorti en 47, 49, quand les femmes ont parlé du droit de vote des femmes. Pour info, pourquoi pas la Hidalgo, je crois que c'est Brigitte Barèche, maire de Montauban. C'est possible. Maire de Montauban. C'est possible. Qui est connue pour ses phrases. Voilà, et ça c'est bien de connaître un peu ces arguments, parce que comme ça quand on les voit, on peut tilter. On se dit ouais mais ça, c'est un argument fallacieux, ce n'est pas valable, c'est pas valable. Et dans les débats qu'on a, etc., et puis dans les médias, pour pouvoir savoir si un article semble sérieux ou pas, si dans l'article vous voyez ce genre d'argument fallacieux, déjà ça peut faire tilt dans votre tête pour vous dire faut que je me méfie là. Le faux dilemme. Le faux dilemme il est très connu, c'est le fameux soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. C'est-à-dire proposer en fait aux gens un choix entre deux propositions bien complémentaires et pas d'autres propositions autour. Alors qu'en fait, il y aurait sûrement plein d'autres possibilités. Je peux être ni contre vous ni avec vous. Je peux être aussi plein d'autres choses. Soit on envahit l'Irak, soit on est du côté des terroristes. Non, il y a sûrement d'autres possibilités. On peut ne pas envahir l'Irak et tout en n'étant pas du côté des terroristes. Ça, c'est un truc qui est très utilisé en politique aussi pour faire style, voilà, pour montrer un peu par l'absurde que soit vous êtes avec moi parce que c'est moi qui ai la bonne idée, soit si vous êtes du côté des méchants. Ça s'appelle un faux dilemme. Et c'est très courant aussi, pour savoir les repérer. Et enfin, la comparaison, ou alors l'analogie douteuse, c'est le fait de comparer deux choses avec qui on semble avoir un certain lien de manière lointaine pour pouvoir discréditer quelque chose. Par exemple, quand on compare les gilets jaunes en ce moment avec le populisme des années 30 qui a fait monter le nazisme. On compare deux choses qui ont un petit lien pour pouvoir discréditer parce qu'on discrédite en comparant à quelque chose de très négatif. J'ai marqué là un peu. Il y a aussi souvent dans les trucs un peu bio, naturels, enfin dans les personnes qui aiment bien un peu les analogies et les métaphores avec les trucs naturels, voilà, dire des métaphores, faire des comparaisons entre les zones connectées par les émotions, comme les pianos sont connectés, il peut sonner par résonance quand on fait sonner un autre piano dans la pièce. C'est très joli, mais ça reste une comparaison, ça n'a rien de valable. C'est joli, c'est déjà une analogie, ça n'a rien de factuel, ça n'a rien de valable. Et ça, il faut faire attention aussi à les repérer parce que ça nous fait appel à nos émotions, c'est joli, ça fait un bel argument, mais en fait, c'est pas du tout objectif, et ça n'a pas de valeur comme argument. Et là, on arrive au côté un peu plus marketing, publicité, avec ce qu'on appelle les appels. Donc là, on va avoir quelques exemples, on va faire même un petit jeu. Les appels, c'est souvent présent dans la publicité, donc on appelle ça les appels. L'appel à la nature, c'est quand vous voyez marqué recette naturelle, ou à base de produits naturels. En fait, les appels, on essaye de dire, par exemple, que c'est naturel, comme si tout ce qui était naturel était bon. On essaye de donner un peu l'aura de quelque chose à notre produit ou à notre idée. Alors qu'en fait, on va voir que même s'il y a plein de choses naturelles qui sont bonnes, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Donc ça n'a pas tellement de valeur de dire que c'est naturel, parce que ça pourrait être aussi, comme on va le voir, n'importe quoi. L'appel à l'autorité, c'est quand vous voyez marqué recommandé par X ou Y, recommandé par machin. Alors que c'est pas parce que c'est recommandé par lui que c'est forcément meilleur. L'appel à la popularité, c'est quand on dit numéro 1 des Français, ou alors émission préférée des Français, etc. Sachant que tout ce qui est populaire n'est pas forcément bon. Pas d'exemple pour ça, hein. Regardez les chaînes de fast-food, c'est des trucs qui sont les plus mangés en France, c'est McDonald's, alors que c'est pas forcément meilleur que certains trucs. C'est pas parce que c'est populaire que c'est bon. Appel à la tradition, c'est quand on dit méthode ancestrale, société depuis 1789, etc. Pareil, c'est pas parce que c'est vieux que c'est meilleur. L'appel à l'exotisme, c'est quand on fait appel à quelque chose qui est lointain. Quand on dit inspiré de la méthode chinoise, inspiré d'une ancienne tradition japonaise, etc. Ça fait appel à l'exotisme, donc on dit ah ouais, ça a l'air vieux. Pas de raison, c'est pas parce que c'est de l'autre côté du globe que c'est meilleur. Il n'y a pas de lien causal entre le fait que ce soit ailleurs et le fait que ce soit meilleur. Et l'appel à la nouveauté, c'est facile, c'est une nouvelle recette. Pareil, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon. Une chose nouvelle qui arrive, c'est pas forcément meilleur. Le nucléaire, c'est nouveau, le GM, c'est nouveau. On se rend pas dans le débat. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon obligatoirement. Il y en a plein d'autres, là j'ai mis que ceux-là, mais bon, ça permet de creuser après. Voilà, pour illustrer recette naturelle pour coloriser ses cheveux blancs. Donc voilà, ils mettent bien le naturel pour essayer de dire que ça doit être bon, c'est naturel. Alors que ça se trouve, ça c'est naturel, le pétrole c'est naturel, et l'acide chlorhydrique c'est naturel.
Donc voilà, moi je peux vous faire une recette naturelle pour coloriser les cheveux blancs à base de ces trois trucs. Donc, ça peut être pas. Donc voilà, ce qui est naturel n'est pas forcément bon. C'est pas, faut faire attention à ça. Allez, un petit jeu, j'ai caché 6 appels, 6 arguments fallacieux dans l'image, je peux les retrouver. Ah, bah, il y a déjà depuis 1949, Voilà. ça fait appel À la tradition, à la tradition. exactement. Et meilleur produit de l'année. Ouais, appel à quoi? À la Ouais. popularité, exactement. Nouvelle recette. Produit 100% naturel aussi. 100% naturel, ouais. Nature. Appel à la nature. Nouvelle recette. Amande du Kenya, c'est quoi? Appel à l'exotisme. Nouvelle recette. Nouvelle recette, appel à la nouveauté. Et le dernier? Philippe, ouais. L'appel à l'autorité, bien sûr. Donc voilà ce qu'on retrouve dans toutes les publicités. Surtout que là, c'est toi qui l'as créé, mais pour le coup, il y en a plein, c'est vraiment ça, quoi. Ah oui, Il y c'est a, typiquement il y a ça. le code promo, il y a le truc, il y a la photo de machin, il y a un truc, il y a un 0,2% de, par exemple, d'amande du Kenya ou de Kumbawa, Ouais, et on te dit, ouais, c'est un truc au Kumbawa, C'est excellent. complètement, ouais. Ouais. Donc voilà, faut savoir les repérer pour en rigoler. Cramelot. On passe un peu à la manipulation. Donc on commence par la manipulation d'images. Donc là, j'ai remis celle-là parce qu'elle est très connue. Puis franchement, j'ai essayé d'en chercher une qui soit aussi bonne. J'ai pas trouvé. Parce que celle-ci, elle a l'intérêt d'avoir vraiment deux côtés complètement ambivalents sur la même image. Donc bon, je la garde même si tout le monde la connaît, mais on va voir d'autres exemples après. Donc pour manipuler une image, on peut manipuler par le plan. Par exemple, faire une plongée ou une contre-plongée, rien que ça permet de mettre en valeur ou dénigrer la personne qu'on prend en photo. Si on met une photo d'un président en le mettant en contre-plongée, bah, ça lui donne tout de suite de l'importance, alors que si on le prend par-dessus, tout de suite ça réduit son importance. Des choses comme ça, qui s'utilisent dans le cinéma, mais aussi dans les médias, etc. Le cadrage, donc comme là, le fait de resserrer le cadrage à un certain endroit pour ne pas prendre la totalité de l'image et pouvoir montrer ce qu'on souhaite. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est montage et retouche. Donc là, on est carrément dans la manipulation un peu de mauvaise foi, en retouchant les images pour pouvoir montrer un peu ce